Bonjour, bonjour à tous les abonnés. C'est votre homologue Patrick, les politologues. Alors aujourd'hui, puisque tout le monde parle du dialogue, notre analyse va débuter de ce qui devrait être pour aboutir à ce qui est. Très souvent, nous dialoguons lorsque la crise persiste. Mais de manière générale, la République démocratique du Congo recourt au dialogue pour conquérir ou atteindre trois objectifs. Primo, nous recourons au dialogue pour résoudre les problèmes des crises et des guerres à l'est de la RDC, aussi pour mettre fin aux conflits de légitimité politique, mais surtout aussi pour aboutir à l'organisation de transition politique. Alors, une petite historique quant à ça, en amassant quelques éléments au dialogue précédent que notre pays a connu. Je suis d'abord dans ce qui devrait être. En 1960, notre pays va aller à la table ronde, cette fois-ci pour sauvegarder un pays en voie de disparition. Quant à ces l'urgence se pose, il faut fixer la date de l'indépendance. Il faut que les transferts des compétences ou des pouvoirs par le métropole belge aux dirigeants congolais soient faits, mais aussi il faut que les institutions provisoires soient organisées pour assurer l'exercice du pouvoir à l'intérieur. Cette table ronde va connaître une défaillance parce qu'il fallait qu'il y ait une participation forte à la table ronde économique, chose déplorable que nos politiciens vont recourir bien évidemment à l'exercice ou à l'organisation des élections à l'interne ici en RDC pour obtenir des postes politiques. Voilà pourquoi la participation congolaise à la table ronde économique était faible et cela nous a conduit à des défaillances alors que c'était une table ronde assez importante. Arrivé en 1991-1992, il y a ce qu'on appelle la conférence nationale souveraine. Cette fois-ci, il faut organiser les choses de manière pacifique, tout en démocratisant les pays, mais aussi tout en cherchant à organiser les véritables états des droits et obtenir le pluralisme politique. Les conflits s'intensifient entre politiciens. Tshisekedi et le président Mobutu, à cette époque-là, ne s'attendent pas. Les choses vont barguer et la tournure va nous faire connaître une transition de plus ou moins 15 ans. Parce que notre pays va connaître depuis 1991 jusqu'en 2006 que notre pays va être doté d'une nouvelle constitution. Donc, tous ces moments vont passer avec comme organisation les lois organiques et les ordonnances lois du président. Arrivé en 2001-2003 plutôt, il y a ce qu'on appelle dialogue inter-congolais. Ce dialogue va dégager un accord qu'on appelle accord de Sun City. Par ici, le belligérant, parce que c'est par là même que j'ai toujours dit que le belligérant ou les constituants de la constitution de 2006 émanent ici du dialogue de Sun City. Parce que c'est par là qu'on va discuter constitution. Parce que c'est par là que l'on va injecter quelques matières dans la constitution issues de belligérants qui vont permettre et donner aussi d'une manière intelligente la forme ou l'essence aux hostilités qui persistent en République démocratique du Congo. Souvenez-vous qu'à cette époque-là, les RCD vont participer au dialogue, mais les mêmes RCD vont revenir sous une autre appellation en 2016 ou en 2013 plutôt,
qu'on appelle cette fois-ci M23. En 2013, il faut encore dialoguer. On va convoquer ce qu'on appelle les concertations nationales. Celles-ci vont nous conduire à la pacification du pays, tout en se mettant d'accord pour dégager un consensus qui va permettre l'entendement interpoliticien. Ce sont des arrangements entre eux et c'est là pour aussi soulager, n'est-ce pas, le conflit post-électoral que le pays avait connu en 2011. Arrivé en 2016, notre pays va connaître encore un dialogue qu'on appelle dialogue de l'Union africaine. Ce dialogue va essayer de mettre les choses sous le thème ou l'arrangement de remettre les choses dans les rails, tout en fixant ou en boostant ou en militant pour obtenir une feuille de route qui va conduire bien évidemment à l'organisation des élections. Parce que le président en fonction, à l'époque Joseph Kabila, avait déjà consommé ce deux quinquennats. Et cela ne va toujours pas marcher. Et c'est comme ça que le même 2016 va connaître encore un autre dialogue, le dialogue de Saint-Sylvestre, qui va recourir encore à l'intensification ou qui va essayer un peu de booster ce qui avait connu des décalages ou des dérapages au dialogue de l'Union africaine. Chers amis, je parle de tout ceci, j'amasse tous ces éléments pour vous faire comprendre que de tous ces dialogues, je suis maintenant dans ce qui est, de tous ces dialogues, aucun de ces dialogues n'a résolu de manière définitive le problème des guerres à l'est du pays. Ils invoquent les dialogues, ils convoquent les dialogues, mais les dialogues n'arrivent pas jusque-là. Parce que si vous comprenez bien, je viens d'énumérer 6 dialogues que notre pays a déjà connus. Commençant de 1960, disons, commençant de 1991 déjà, arrivant en 2001, on commence avec les dialogues qui perçaient beaucoup plus au problème des hostilités à l'est de mon pays à moi. Chers Congolais, c'est dommage de comprendre que tous ces dialogues ont livré des luxe, les vies luxueuses, aux acteurs politiques, aux autorités congolaises. Ils sont tous bénéficiaires. Quant à ceux, en 2016, par miracle du dialogue, Tchibala et Sami Badibanga deviendront premiers ministres. Donc, vous pouvez, d'une manière simpliste, comprendre avec mon cœur, les dialogues ne sont là que pour le partage des pouvoirs. Ce ne sont pas de mécanismes. Les dialogues congolais n'arrivent à dégager des mécanismes profonds pour résoudre de manière, je dis bien, de manière définitive les problèmes de guerre à l'est de notre pays. Chers Congolais, nous sommes déjà à 6 millions de Congolais qui sont morts dans cette guerre. Nous sommes déjà, je répète, à 6 millions de Congolais qui sont morts. Nous sommes déjà à plus de 6 millions de déplacés. Nous sommes déjà à plusieurs cas de viol. C'est comme ça que moi je pense que les dialogues est incompatible au problème urgent de notre pays. Parce que l'urgence pour nous en ce moment, c'est terminer la guerre. L'urgence pour nous en ce moment,
c'est recourir aux mécanismes profonds qui vont nous permettre la voie de conclure avec les hostilités à l'est du pays. Ce sont les Congolais qui partent. Ce sont les âmes que nous perdons. Ce sont nos héros qui meurent. Ce sont les innocents qui meurent dans des conflits dont eux ne sont nullement bénéficiaires. C'est comme ça, moi, je pense que, à l'allure, j'invite d'ailleurs les jeunes de s'abstenir ou s'opposer aux organisations de dialogue dans ces pays, parce que Kabila à lui seul a connu 4 dialogues. 2001, 2013, 2016, 2016 encore. Mais pour terminer de manière définitive, la guerre, ces dialogues n'ont pas pu. Alors, les amis, j'exhorte les gouvernements à adopter les mécanismes de renforcement des capacités de nos militaires pour terminer avec cette guerre. On ne s'habitue pas avec la guerre. On stoppe la guerre ou on la gagne. La guerre ne peut pas devenir notre quotidien. La guerre ne peut pas se constituer un élément de survie des Congolais. La guerre est à éviter. La guerre est à baratiner. La guerre est à terminer. La guerre est à gagner. Alors que le dialogue n'arrive nullement à dégager un consensus sur rien, parce que c'est le moment où les résolutions des dialogues ne sont pas respectées par une partie que les hostilités vont reprendre. On ne peut pas s'habituer avec des choses comme ça. Il faut appeler notre armée à la conscience collective. Il faut renforcer les matériaux qui vont permettre à notre armée de pouvoir combattre sur le champ. Au lieu de pleurnicher autour des dialogues. Les dialogues, c'est une posture de faible. Les dialogues, c'est une posture de remise en cause du pouvoir en place. Tant que ces dialogues n'arrivera pas à terminer de manière définitive les problèmes de guerre à l'est de mon pays, je vous exhorte, je vous appelle, vous jeunes, à s'abstenir ou à s'opposer carrément à ces processus du dialogue. Je dis et je vous remercie.